toutes et à tous, bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois et même parfois un peu plus qu'une fois par mois, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes techniques et outils et je suis toujours Julien Desrets et encore une fois accompagné de Pierre, tes référents. Comment ça va Pierre ? Super Julien, merci. Je m'apprête à partir en vacances, donc encore, certains diront. Donc ça va super, merci. Eh ben dis donc. Ça passe dur. T'as bien de la chance. je t'envie un petit peu. Moi, mes prochaines vacances, c'est en mai. Va falloir encore un peu de courage. Là, j'en ai pris pas mal en début d'année, donc par contre, le reste de l'année, ça va être boulot. Non, mais t'es un petit peu remote. Tu pourras aller bosser depuis la France, depuis Bali, depuis... Exactement, Tombouctou, tout ça. Bien sûr. Donc aujourd'hui on voulait faire un programme un peu plus détente parce que il y a finalement 2 semaines on a enregistré le dernier épisode, c'était un épisode bien costaud, mais on voulait à la fois pas perdre le rythme mais en même temps on n'a pas des vies très trépidantes non plus, donc parfois on a un peu du mal à trouver de l'inspi, donc on voulait vous raconter un peu l'histoire de DevCan, l'outil Kanban ultime qui n'existe pas. Et on va vous raconter cette histoire. C'est un peu la petite rubrique nostalgie, mais il y a sûrement des choses à apprendre, quand même des échecs et des enseignements et des succès. Tirés. Exactement. Et vous verrez que ça a tout à fait un lien avec le podcast Agis, puisque finalement ça a été un peu le byproduct de tout ça. On vous parlera pas du coup de nos problématiques actuelles parce que on va faire court. Et puis on en a parlé il y a pas longtemps. Et puis comme je disais, il nous arrive pas non plus des trucs de ouf toutes les semaines. C'est bien comme ça aussi. Et c'est très bien comme ça. On va vous partager quand même un petit outil chacun. Et pour moi, un petit mini retour d'expérience sur un outil de l'épisode précédent. Mais on va quand même rester fidèle aux traditions et vous parler d'un principe agile, celui du mois d'avril, qui est le suivant. Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'agilité. Ah, on aime bien ça quand c'est bien carré. carré. Alors pour le coup, parce qu'on est en podcast, mais donc l'agilité avec un A majuscule, ce qui a son importance dans le contexte. Je vais commencer du coup dessus. Alors, il y a vraiment 3 points donc, qui se détachent dans ce principe-là. Donc c'est l'attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception qui, donc ces 3 points-là ensemble, renforcent l'agilité. Alors, une attention continue. Donc là, je pense on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle maintenant, on va dire un petit peu le DevOps. Et donc, je déteste utiliser ce terme pour un job puisque DevOps, c'est une mentalité, une stratégie au niveau de l'architecture. C'est pas juste... Oui, j'ai un DevOps dans mon équipe, je déteste ça. Enfin, cette expression, parce que ça n'a pas de sens. Parce que sinon, c'est comme dire, oui, on a des devs. Et voilà, on a des devs et on a des DevOps, c'est bien. Mais pour moi, des agiles. C'est ça. C'est vraiment donc l'idée de la mentalité DevOps qui est de dire en fait que il faut toujours faire attention à son cycle de production et ce à n'importe quelle étape, que ce soit à la conception, à l'implémentation, à la livraison et surtout au cycle de vie de ce qu'on a produit une fois que c'est dans l'application finale. Donc il y a vraiment un point pour moi qui est important là-dessus et c'est vraiment décomposé en 2, c'est-à-dire on parle d'une excellence technique et à une bonne conception. Et donc pour moi ça soutient 2 points. Donc l'excellence technique, c'est vraiment d'avoir ce que j'appelle une architecture aux petits oignons, c'est-à-dire donc penser aux différentes stratégies qui existent quand on se pose la question à quoi sert mon application, comment elle va être intégrée, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment penser en amont comment est-ce qu'on fait pour garder une approche agile, c'est-à-dire en fait se permettre avoir une zone dans laquelle les équipes peuvent se sentir, doivent se sentir responsables de cette partie, mais il faut évidemment que ce soit chapeauté, c'est-à-dire que si on a 4 équipes et qu'il n'y a pas d'alignement au niveau de l'architecture globale, spoiler, ça va foirer. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir une architecture on va dire à haut niveau, mais du coup de laisser les équipes dans cette architecture intégrer leurs équipes et du coup leurs solutions de la manière qui fonctionne le mieux pour eux, tant que ça respecte cette architecture. Et le point très important,
Donc ça, c'est sur la partie une bonne conception. Donc pour moi, j'entends architecture et surtout pour l'excellence technique. Alors, on pourrait faire des heures et des heures sur qu'est-ce que l'excellence technique. Je pense qu'il y a un point sur lequel la plupart des développeurs seront d'accord, et non seulement au niveau des développeurs qui écrivent le code, mais surtout ceux qui le maintiennent, et encore plus ceux qui doivent faire évoluer des features existantes, c'est les tests. Donc au niveau des tests, alors on va pas rentrer dans les détails techniques vraiment, mais l'important c'est d'avoir des tests. Et pourquoi est-ce que les tests sont importants? Il y a vraiment deux aspects. Donc le premier, c'est de tester que le code qu'on va pousser, on essaye de réduire les bugs en imaginant les scénarios qui pourraient être tendancieux, ou même ce qu'on appelle les edge cases. Mais surtout, ça permet que pour la personne qui viendra après et qui doit mettre à jour la feature, si jamais il n'y a pas de test, c'est-à-dire que non seulement ils doivent comprendre le code, comprendre le business logic, comprendre du coup l'impact et ce qu'on appelle nous chez GetGround le blast radius, donc la zone d'impact, on va dire, d'une feature par rapport au reste des features. Et sans avoir de test, c'est facilement 2 à 3 fois le temps nécessaire s'il n'y avait pas de test. Donc ce qui crée directement un problème. Et donc même si, et j'en conviens pour un MVP, je suis le premier à dire qu'il faut pas mettre de tests, mais dès le moment où on commence à avoir un produit qui est assez mature, les tests sont extrêmement importants, non seulement pour vérifier que ce qu'on push en prod n'est pas buggé, mais surtout c'est pour la prochaine personne qui va reprendre ce bout de code, ça va lui sauver un temps incroyable. Et donc ce point-là, il est vrai pour les devs qui vont avoir du coup beaucoup plus de confidence, d'assurance dans ce qu'ils vont produire, mais surtout au niveau business, ça permet de savoir que même si on retape une feature 3, 4, 5, 6 fois en l'espace de très peu de temps, eh ben on aura toujours cette qualité qui va rester. Donc pour moi, c'est vraiment les 2 points. Donc l'excellence technique, c'est vraiment à minima les tests. Il y a beaucoup plus à prendre en compte, mais le minimum du minimum que je conseille, c'est vraiment d'avoir une base de tests solide. Et la bonne conception, c'est une architecture où du coup les équipes sont consultées, les leads techniques sont consultés, mais il y a vraiment en gros, on va dire, une architecture à haut niveau, et chaque équipe peut intégrer de la manière donc ça fonctionne le mieux pour leur équipe et pour la solution qu'ils ont besoin d'implémenter. Du coup, ça me fait me poser la question un peu liée à l'épisode précédent où on parlait des squads, etc. Mm-hmm. Comment est-ce que vous gérez le fait d'avoir plusieurs squads comme ça, plusieurs sous-équipes dans l'entreprise? Comment est-ce que vous arrivez à garder un certain standard ou une certaine communication de façon à avoir quand même un standard technique quelque part et une espèce de qualité qui est assurée à peu près partout? Alors, pour l'instant, je vais pas mentir, on n'y est pas encore. On a des plans sur là où on veut arriver. Donc en fait, la topologie finale qu'on veut avoir, c'est qu'en fait, donc chaque équipe a un team lead, donc qui est responsable au niveau donc de justement qui est un des garants de l'excellence technique et aussi du coup donc des livraisons. Donc tout ce qui sera delivery et même en amont travailler avec le produit et n'importe qui pour faciliter du coup les travaux des développeurs. Dans la version finale de ce qu'on veut, donc c'est un team lead par équipe. On veut aussi avoir du coup des tech leads qui sont indépendants des équipes ou dans les équipes, c'est encore à voir, mais du coup avoir ces personnes-là qui sont consultées sur des sujets techniques bien précis. Et on a aussi donc le système de guildes. Et en fait les guildes, c'est-à-dire que indépendamment de la squad, les guildes en fait c'est vraiment focus sur l'aspect technique pur. Donc on a une guilde pour les front-end, une guilde pour les back-end, une guilde pour les QA en ce moment. Il va sûrement en avoir une pour les BI, pour l'équipe SRI, tout ça. Ça va venir, mais donc c'est en fait avec ces guildes qu'on garde en fait donc indépendamment des équipes, parce que les équipes peuvent par exemple avoir plus de personnes seniors ou on va dire de ce qu'on appelle les big guns dans certaines équipes parce qu'on a besoin que ça avance plus vite, d'autres avec plutôt des juniors. Et en fait c'est vraiment en ayant cet alignement au niveau des guildes qu'on garde en fait un socle commun indépendamment des équipes dans lesquelles les ingénieurs évoluent. Donc c'est la solution qu'on a trouvée. Donc en fait on a vraiment trois paramètres qui rentrent en compte. Le team lead qui doit du coup superviser et chapeauter pour être sûr que les décisions sont les mieux en fonction des données qu'on a actuellement. Les guildes de manière à garder un socle technique, et là vraiment technique à travers les équipes. Et les tech leads qui vont arriver à un moment. Pour l'instant ils sont dans les équipes de par le besoin des ingénieurs de produire, mais à terme on espère vraiment pouvoir les extirper, les extirper, qu'est-ce que je raconte, on espère vraiment pouvoir les extirper des équipes de manière à ce qu'ils puissent vraiment être en autonomie et constamment penser purement à l'excellence technique et non plus à l'interface avec du coup qu'est-ce que le produit a besoin et qu'est-ce qu'on doit construire dans l'application.
Ouais, cool, super. C'est à peu près la même stratégie qu'on est en train de mettre en place, peu ou prou. On retrouve les mêmes principes avec une histoire de transversalité. Ouais, c'est ça. Où finalement tu travailles sur plusieurs dimensions. Du coup, comme ça, on essaie de un peu tout lier ensemble, et en plus avec cette idée d'avoir des gens qui sont un peu plus en dehors du critical path, du chemin critique, mais qui vont plus être là pour faire du conseil, et puis avoir les yeux un peu partout pour s'assurer que globalement on assure partout la même excellence technique. C'est aussi des profils qui connaissent très bien l'architecture et qui peuvent être tagués sur une pull request ou quelque chose comme ça, où du coup ils vont s'assurer que on dira ah ben non mais attends, là, si tu fais ça comme ça marche dans ton cas, mais en fait tu vois, si tu travailles avec telle ou telle équipe, bah, plus tard ça marchera pas forcément, donc Ouais. et on a besoin d'avoir quelqu'un qui vient faire de la communication un peu partout, qui vient lubrifier un petit peu tout le système. Cool. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter, hein, sur ce principe agile. Un peu reformulé différemment, ça veut dire globalement excellence technique, ça va être moins de bugs, plus de tests, ça va être moins de bugs. Plus de tests, ça veut aussi dire que s'il y a des bugs, tu peux plus facilement les trouver, parce que une fois que t'as détecté dans quel cas t'as ton bug, tu modifies un test ou tu crées un test pour ce cas de figure là, tu vois vite ce qui plante, et ensuite tu peux vite modifier ton code et relancer les tests, et une fois que tu vois que tous les tests sont verts, et c'est bon quoi. Donc ça donne une assurance qui est vraiment vitale en fait, Ouais. à un certain niveau, et assez rapidement en fait. C'est un peu comme la documentation, c'est une lettre d'amour que t'écris à ton toi du Attends-toi futur. du futur. Ouais. Un point aussi du coup que j'ai sapé tout à l'heure, mais du coup la bonne conception, c'est aussi pour dire, alors on parle évidemment en tant qu'ingénieur de la conception technique, mais c'est aussi pour insister sur le fait que en tant que team lead, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est votre meilleur pote, votre best buddy, ça doit devenir votre PM. Et c'est vraiment un conseil, parce que c'est le nombre, je peux pas me rappeler du nombre de fois tellement il y en a eu, mais de nombre de fois où en fait simplement de rediscuter la conception, donc de vraiment qu'est-ce que le produit veut et qu'est-ce qu'on peut implémenter au niveau de l'engineering, simplement en changeant quelques petites choses au niveau de ce que le product veut. On peut aussi simplifier énormément l'impact du coup de l'implémentation au niveau de l'engineering. Donc c'est vraiment essayer toujours d'avoir la lean approach. On peut toujours refaire une itération sur une feature qui sort, mais par contre on ne peut pas, une fois qu'on s'est lancé dans un projet qui va prendre des semaines sur une feature par exemple, on peut pas au bout d'un moment dire oh bah non en fait oubliez ça. Bah non, parce qu'on a déjà fait l'architecture pour, on a déjà fait le code pour. Donc c'est vraiment, il y a aussi une grosse partie, une bonne conception. C'est pas seulement avoir l'architecture aux petits oignons, c'est aussi vraiment discuter et essayer de pousser ou de proposer d'autres solutions un peu plus créatives parfois au produit, pour permettre justement d'avoir quelque chose qu'on livre plus rapidement, et de pouvoir du coup avoir des feedbacks et de pouvoir itérer dessus 2 ou 3 fois à la place de faire une seule grosse feature qui aurait pris justement le temps des 2 ou 3 itérations, et on se retrouve avec un produit qui est suboptimal parce qu'on ne s'est pas donné la chance d'être plus lean et d'attendre d'avoir des retours pour pouvoir le changer. Ouais, ça me fait penser à la stratégie que je suis en train de mettre en place dans ma toute jeune squad, justement. On a commencé à avoir des trucs à implémenter techniquement. Et du coup, c'est posé la question de ok, qu'est-ce qu'on fait comme process, qu'est-ce qu'on fait comme pipeline, etc. On part sur un nouveau projet Jira tout neuf, tout beau. Et du coup, on met quoi comme colonne, etc. Et puis surtout, à quel niveau est-ce qu'on travaille ? Et du coup, à Swissborg, on a comme habitude, comme historiquement, on a beaucoup travaillé à un niveau épique. C'est quelque chose que j'avais pas forcément beaucoup fait avant dans ma carrière. Ou à Arthos, typiquement, on travaillait que au niveau user story. Oui. Et on s'embêtait pas trop avec tout ça. Et s'il y avait besoin de plusieurs user stories pour faire avancer une épique, on donnait pas forcément un nom à cette épique-là. On savait juste que c'était plus ou moins lié, mais on restait quand même relativement atomique. Et à Swissborg, on fait un peu l'inverse. On travaille niveau épique, et du coup, on a un board principal qui montre vraiment comment les épiques avancent. Et du coup, ça m'a toujours un peu posé un problème philosophique, parce que ça sous-entend qu'il faut livrer toute l'épique pour délivrer de la valeur à l'utilisateur, tu vois. C'est genre cette idée de il faut finir l'épique une fois qu'elle est commencée, quoi. Et du coup,
tellement souvent, on se retrouve avec une épique qui a genre 5 ou 6 user stories, et finalement, on va livrer peut-être en 2 fois ou en 1 fois, et du coup, parfois, on se retrouve avec... donc moi, après, j'essaie de faire le boulot pour dire, attends, donc là, il y a la partie mobile, elle est facile à sortir, donc ça va, et la partie back-office, ça va prendre 5 fois plus de temps, donc ce qu'on va faire, on va essayer de découper intelligemment, de façon à ce qu'on puisse sortir que la partie mobile de façon autonome, comme ça on donne de la valeur déjà à l'utilisateur, et ensuite, nous, derrière, au niveau du back-office, on voit quand ils ont du temps, et on avance comme ça. Mais en fait, on se rend compte même parfois que finalement, la partie back-office, on n'en avait pas spécialement besoin, tu vois. Enfin, on se rend compte que pendant le temps du développement du back-office, il y a personne qui nous voit en disant ah dis donc, je peux pas faire ça. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, on aurait peut-être pu aller pour une solution, genre juste implémenter ça dans le CLI et faire un truc simple, quitte à ce que ce soit les développeurs qui doivent faire une manip de temps en temps, mais si c'est 2 fois l'année, c'est pas trop grave. Ouais. Et puis un jour, il y a un développeur qui va venir nous voir et nous dire attends, j'en ai marre de faire ça tous les 3 jours. Et puis là, ok, ça vaut le coup de mettre du temps pour implémenter un truc plus solide sur le back-office. Mais du coup, je trouve que ça nous a vachement biaisé l'idée d'avoir une épique. C'est que du coup, on a, sans trop réfléchir, on a tout implémenté, ça nous a pris des mois, et en fait, après, au débrief, on se dit pourquoi on a fait ça en fait. C'est ça. Et c'est franchement, c'est un peu les boules, quoi. Donc du coup, pour revenir à ce que tu disais, moi maintenant je vais bosser vraiment à un niveau user story, c'est-à-dire les épiques vont exister dans l'idée où elles relient les trucs ensemble, mais du coup on va vraiment encore plus réfléchir dès le début à quelle user story on veut, et le but c'est pas de modifier l'user story, ça reste toujours, la user story ça reste qu'est-ce que l'utilisateur veut, et ensuite nous on va essayer une solution, mais la solution technique qu'on va trouver à chaque fois on va essayer de la découper intelligemment, de façon à ce que la user story soit vraiment atomique et qu'on puisse vraiment sortir les trucs les uns après les autres. Et si, au plein milieu d'une épique, on a les priorités qui changent, on a déjà livré, on a déjà créé de la valeur à l'utilisateur, on a déjà avancé, quoi. Et on se rend compte qu'il faut vraiment avancer de plus en plus vite sur des itérations de plus en plus petites, et ça fait... un lien sur... Je vais peut-être me permettre de digresser un petit peu là-dessus. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Teams of Teams et qui est hyper intéressant. Il parle notamment c'est un bouquin un peu militaire où ils reviennent sur la guerre en Irak des États-Unis et à quel point ils mettaient en place des méthodes militaires qui marchaient très bien pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui marchaient plus du tout en Afghanistan. Et du coup, ils se sont demandé pourquoi. En fait, ils se sont rendus compte que l'armée américaine et l'armée en général est très doué pour gérer des situations qui sont très compliquées. Une situation qui est très compliquée avec plein de variables, etc. Ils vont avoir plein de systèmes en place qui leur permettent de cruncher tout ça et de mettre en place une réponse compliquée pour un problème compliqué. Et en fait, ils se rendent compte qu'avec l'essor des moyens de communication, de l'internet, de l'instantanéité, aussi le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent faire plein de trucs relativement facilement, notamment des bombes artisanales, du coup tout est devenu vachement moins prévisible, et ils prennent l'exemple de la météo. C'est-à-dire qu'en gros la météo, de prévoir s'il va pleuvoir dans 2 heures, c'est un problème qui est compliqué, et est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'un problème complexe, tu vois, c'est vraiment compliqué, mais il n'y a pas encore assez de variables, le chaos s'instille pas encore assez pour vraiment qu'on parle d'un système très complexe. Par contre, dans 1 mois, c'est un système qui est très complexe et même chaotique, et du coup on peut pas le prévoir. Et en gros, il y a cette idée que plus tu avances dans le temps et plus le système va passer d'un truc compliqué vers un truc complexe. Et du coup, avec l'instantanéité et les réseaux sociaux et Internet dans notre poche, en fait, le système devient complexe beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Mm-hmm. Du coup, eux, ils se sont rendus compte qu'ils essayaient de résoudre un problème complexe avec des solutions compliquées. Et du coup, ça fonctionnait pas. Tu avais toujours un ordre de grandeur différent. Tu essayais d'utiliser des moyens linéaires pour attaquer quelque chose d'exponentiel, quoi. Et donc, du coup, leur solution, ça a été quoi ? Ça a été d'itérer plus vite, de mettre en place des équipes beaucoup plus petites, qui ont un scope très réduit et qui peuvent réagir extrêmement rapidement sur un tout petit truc, mais qui ont beaucoup de liberté d'action et beaucoup d'autonomie. Et au final, avec l'agilité, c'est exactement ce qu'on fait, quoi. Et notamment avec la mise en place des squads, c'est exactement ce qu'on fait. Et je peux te dire que là, Swissborg, ça fait 1 mois que les squads sont en place. Qu'est-ce que ça avance ? C'est incroyable.
La, la différence, je pensais pas qu'elle mettrait aussi peu de temps à se faire sentir, mais ça balance. Hein. Ça balance. Non, tant mieux. Et sur ce point-là, donc un truc par exemple que nous on a aussi, donc en fait on utilise la terminologie ou on va dire le glossaire des OKR. Donc en fait les OKR, donc il y a les objectifs Key Results. Donc les objectifs vont être au niveau de la squad. Les Key Results vont être du coup les données statistiques qu'on attend pour dire si oui ou non on a fait avancer le curseur dans la bonne direction. Et du coup pour faire avancer, donc on a l'objectif, on a les résultats qu'on espère atteindre. Comment du coup on les atteint? C'est avec donc ce qu'ils appellent dans le système des OKR les initiatives. Et du coup en fait on a gardé ce système-là. Donc en fait les initiatives c'est quelque chose qui existe indépendamment du travail qui est fait. Par exemple, on a des initiatives qui n'incluent pas les ingénieurs parce qu'en fait il n'y a pas besoin de solutions techniques implémentées dans le produit. C'est simplement en fait des axes de réflexion où par exemple ça va être que du marketing ou que du je sais pas une connerie sur le site qu'on a donc ce qu'on appelle le brochure site la landing page des choses comme ça. Et en fait, du coup, on a gardé les termes d'Epic, Story et Subtask pour vraiment les ingénieurs. Donc en fait, une initiative qui avance, le but c'est d'avoir uniquement des user stories. Le seul moment où on aura des Epics, c'est si par la nature des user stories, il nous en faut pas une, mais au moins 2 ou plus, qui du coup doivent être absolument release en production en même temps. Et c'est le seul moment où on utilise l'Epic. En fait, c'est vraiment pour dire, faites gaffe, ces stories-là, elles peuvent pas sortir toutes seules, elles doivent être déployées en même temps. Et donc c'est le principe qu'on a gardé. Donc l'initiative en fait elle peut avoir aucune épique ou 10 épiques. Par contre ce qui est sûr c'est qu'elle aura à minima une user story. Et à nouveau je parle dans le cas où il y a de l'engineering qui est demandé pour cette initiative là. Ce qui veut dire qu'en fait on peut avoir des user stories, par exemple on va en avoir 5 qui sont autour, je vais utiliser un truc bête mais par exemple on va en avoir 5 autour d'un même formulaire sur lequel on a fait 5 itérations. Ça reste dans la même initiative, c'est 5 stories différentes et pour le coup il n'y a pas d'épique. Maintenant si on a besoin, par exemple, tout bêtement, de la story sur le form et ça touche quelque chose d'autre, on aura 2 stories avec une épique, mais à nouveau, on va pouvoir itérer assez rapidement. Et donc, en fait, on utilise vraiment le principe de l'épique uniquement pour notifier que cette story-là ou ces stories-là ne peuvent pas être release autrement qu'ensemble. Et donc c'est la seule raison pour laquelle on utilise les épiques. Sinon, c'est vraiment l'initiative. Et c'est pour ça que l'initiative, d'ailleurs, ne s'arrête pas au déploiement, puisqu'on a une phase de learn derrière, donc une phase d'apprentissage ou de retour d'expérience sur est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, ok. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on doit faire d'autres itérations dessus, ou est-ce qu'on est content avec ce qu'on a pour l'instant et on focus sur autre chose. Donc c'est le cycle qu'on a nous. J'aime beaucoup cette idée que l'épique soit vraiment par définition atomique au niveau du déploiement et du coup de la valeur qu'elle ajoute quoi. C'est ça. Ouais, c'est cool, ça me plaît pas mal. Du coup, bottom line, si on doit pas réinventer la roue à chaque feature, on va plus vite. C'est un peu le résumé du principe agile. C'est ça. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit un peu plus tôt sur les initiatives. C'est aussi un truc que j'essaie de beaucoup instiller dans mon équipe, et c'est marrant en tant qu'engineering manager de dire ça, mais j'essaie de pousser les gens à ne pas penser que toute feature doit forcément passer dans les mains de l'ingénierie. C'est-à-dire que si on peut regarder les KRs et se dire « Attends, j'ai un truc qui va avoir un bon impact, je pense, sur les KRs, et il faut juste une spreadsheet et appeler 50 utilisateurs, ben vas-y quoi, fais-le, pitié. » Et du coup, on essaie vraiment de voir l'ingénierie comme dernier recours, avec des gros guillemets, parce qu'évidemment, il y a quand même plein de trucs qui passent par nous, mais du coup, essayer de vraiment réfléchir en mode start-up, et parce que mine de rien, l'ingénierie, ça coûte cher et ça prend du temps, et c'est risqué. Enfin bref, il y a rien qui va quoi. Donc quand on a créé notre pipeline Jira, on a vraiment pensé à essayer d'utiliser des termes qui sont pas galvaudés ingénierie, tu vois. Oui. Au moins pour le pipeline général. Quand même, de façon à ce que même si c'est que un truc purement marketing, et ça passe quand même partout et ça a du sens quoi. C'est ça. En tout cas, on va essayer de tendre vers ça au maximum. Est-ce que je pense que c'est une très bonne idée? Ouais, voilà, c'est le meilleur moyen d'être agile finalement parfois, c'est de juste pas coder quoi.
Avançons sur notre sujet principal. Tu vois, finalement, on voulait faire un épisode tout mignon, tout petit, puis on est déjà à une demi-heure. Sujet principal, donc, on voulait parler de DevCan. Ah, DevCan. Donc, que dire? On était à Arthos tous les deux, on travaillait ensemble, main dans la main, même dans la même équipe à l'époque. Oui. Et on a passé en 2020 une certif Kanban tous les deux à Londres. Et on est revenu et on s'est dit, pouah, c'est trop bien, comment on met ça en place? Et on a ouvert Jira et on s'est dit, bah ça marche pas. Ah non. Et du coup, on en a trouvé un autre. En plus, à l'époque, on venait juste de créer une nouvelle équipe. Moi, j'étais tout jeune engineering manager d'une nouvelle équipe de 3 avec mes deux compères, Pierre et Will, au front-end. Et du coup, on s'est dit, bah, on se retrouve un petit peu dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on crée notre pipeline, etc. Du coup, on s'est dit, ouais, c'est cool, on va faire du Kanban et tout. Mortel. Et puis, en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. On a fini par utiliser un autre outil. J'ai recherché, je l'ai même pas trouvé. Mais il était bien. Au moins, il implémentait les vraies règles de Kanban, les doubles colonnes, les swim lanes, les whip limits partout, etc. Mais l'UX c'était bien pourri. Et puis voilà. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je me suis réveillé un matin, puis j'ai appelé Pierre, je me suis dit, oh, je sais, j'ai une idée. On n'a qu'à faire notre propre outil. N'importe qui te dirait que c'est la super mauvaise idée. Mais je sais pas, on y croyait, il faisait beau et tout. Bah c'est surtout qu'on fait on avait regardé ce qui se faisait et en fait il y avait vraiment deux écoles. Il y avait les puristes qui avaient vraiment respecté la méthodologie de Kanban et qui l'avaient implémentée, mais comme t'expliquais, l'UX était vraiment pourri de chez pourri. Ou alors, et on peut même, enfin, on n'a même pas de nom à vous donner parce que ce serait déjà pas leur rendre service parce qu'ils servent bien en plus pour ceux qui sont pas trop attentifs à l'UX. Mais d'un autre côté, on a les gros monstres tels que Jira ou Asana, j'imagine c'était la même aussi. Mais en fait, le problème c'est qu'ils ont vendu en fait l'UX plutôt que Kanban. Si soit-il étant qu'ils aient un jour porter le moindre attention à Kanban. En fait, c'est plus le board qui les intéressait, vraiment la visualisation, mais tout ce qui touchait aux métriques, c'était juste impensable. Par exemple, Jira, faut le savoir, et encore aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir le temps, par exemple, que passe une story dans une colonne. Ça paraît hyper idiot dit comme ça, mais c'est extrêmement chiant de les ressortir de Jira. On peut seulement le faire par l'API, donc il y a littéralement des plugins qui existent par-dessus pour calculer ça. Et donc, vous imaginez bien qu'in fine, c'est un calvaire pour pouvoir avoir les cycle time, les lead time. J'ose même pas parler d'avoir des colonnes qui sont des queues et d'autres qui sont actives. Les whip limits, les exit criteria, toutes ces choses-là, c'était vraiment pas du tout dans les outils, donc on va dire mainstream, qui prétendent faire du Kanban. Et à nouveau, tous les autres, l'UX c'était vraiment pourri, et donc c'était pas un produit qu'on pouvait justifier d'utiliser en fait dans la boîte. Ça avait même pas l'air professionnel, quoi. Donc, ouais, c'est ça, parce que au début on s'est dit ouais vas-y, c'est juste notre équipe, donc à la limite on fait ce qu'on veut, mais après comment tu fais quoi, comment tu relis tout ça ensemble, comment tu dis à ton PM attends, en fait tu utilises Jira et puis ensuite nous on va les copier dans notre système à nous. C'est ça. Donc bref, du coup on avait un besoin en fait, on est parti de là, on s'est dit attends, on a découvert un besoin, c'est-à-dire on est des développeurs, on veut faire du Kanban, du vrai Kanban, et on n'a rien en fait. Et du coup, on s'est dit, attends, on va faire notre propre système, on va créer notre site où tu peux créer un projet, tu peux créer un projet Kanban du coup, où tu peux très facilement avoir tes métriques, etc. Et déjà, on va pas donner le choix aux gens, c'était vraiment opinionated, quoi. Ouais. C'est vraiment, t'as des doubles colonnes, t'as des whips partout, t'as des swim lanes quand t'as différentes cost of delay, etc. Et surtout, par contre, hyper facilement, tu cliques, t'as tes métriques, quoi. Mais du coup, l'idée derrière tout ça, c'était de se dire, attends, le but, c'est que ils n'aient pas besoin de tout changer pour ça. Donc, la deuxième partie, le MVP, c'était juste ça, mais l'idée du produit final, c'était d'utiliser les API de Jira pour faire une sorte de copie de ce qui se passait sur ce board-là sur Jira, comme ça, l'interaction, elle est nickel, n'importe qui dans la boîte peut interagir avec ça, et les devs, eux, ils peuvent juste se concentrer
Les devs, ils peuvent juste se concentrer sur ce board-là. Donc, c'était pas incroyable. Il y avait sûrement beaucoup de boulot sur l'intégration. On savait que ça allait être l'enfer. Mais, pourquoi pas? Moi, à l'époque, j'aurais acheté. Moi aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a poussé. Voilà. L'idée, c'était la value proposition qu'on avait vraiment, c'était de dire Kanban, il y a un bénéfice, mais il faut une certaine connaissance pour pouvoir l'appliquer correctement. Et en fait, on voulait vraiment, dans l'idée, dire aux gens, faites-nous confiance. Utilisez le produit. Vous connaissez peut-être pas Kanban, mais nous, on va vous forcer à l'utiliser et vous allez avoir les bénéfices. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une solution clé en main. Et parce qu'aujourd'hui, par exemple, un des gros freins à l'adoption de Kanban, c'est les personnes qui sont pas qui ne savent pas assez sur Kanban ou qui l'ont jamais implémenté, qui peuvent pas être sûrs de comment faire ci, comment faire ça. Nous, on voulait vraiment pas que ce soit un souci. C'était vraiment dans l'idée de dire, utilisez l'outil, faites votre board avec ce qu'on vous donnera et quoi qu'il arrive, ce sera un board Kanban où vous allez bénéficier de toute la valeur ajoutée d'avoir une méthodologie d'utiliser la méthodologie Kanban. Et c'était vraiment ça l'idée de base, voilà, de le mettre dans les mains de n'importe qui et que magiquement il fasse du Kanban sans presque s'en rendre compte, on va dire. Ouais, exactement, c'est très bien résumé. L'idée, c'était vraiment par des devs, pour des devs. Et d'ailleurs, spoiler, d'où le nom, DevCan. Alors, il y a trois jeux de mots. DevCan, donc les développeurs peuvent. DevCan, parce que du coup, Kanban, DevCan, ça collait à peu près, on restait dans l'esprit. Et ça en fait que 2, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3, mais c'était les deux. Ouais, ça, il y a développeur, Kanban et DevCan. Exactement. Et puis voilà, puis c'est sympa, on avait un super joli logo on a pas mal repris pour Agilist, justement avec le côté un peu japonisant, un peu oriental. On trouvait ça sympa. Mais bref, voilà, puis à l'époque on avait un peu de temps libre au boulot, parce que Arthos c'était bien, mais ça marchait pas fort. Nous, à l'époque, on bossait dans l'équipe qui intégrait les nouveaux clients. Il y en avait. Et spoiler alert. Spoiler alert, on n'avait pas beaucoup. Donc, du coup, on avait un peu de temps libre. Après, en plus, on a commencé à être remote, ce qui n'a pas aidé. Non. Et puis voilà. Puis au bout d'un moment, on s'est dit non mais attends, en fait, on va plutôt partir. Et puis faire ça à long terme en fait. Parce qu'on y croyait en plus. On s'est dit aussi, on peut pas avancer sur cette idée juste en dilettante comme ça, en le faisant le soir. Et après, on a mis tout un système en place. On s'est dit, attends, on fait du contracting pendant 3 mois. Et puis ensuite, pendant 3 mois, on bosse sur DevCan et ainsi de suite. Et si on fait ça en quinconce, il y a toujours quelqu'un dessus, etc. Parce que moi, je faisais le back-end et Pierre faisait le front-end. Donc dans la théorie ça fonctionnait, dans la pratique pas ouf. Mais du coup on a commencé par faire des interviews. Tu te rappelles, on a interviewé plein de potes à nous, essayer de comprendre où était le marché, tu vois, qui faisait du Kanban, qui faisait du Scrum, qui faisait n'importe quoi. Et si je me rappelle bien, ça nous a prouvé qu'il n'y avait pas vraiment de marché en fait. Et on a quand même continué. Quand on y repense dit comme ça, on passe vraiment pour des cons, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Les plus gros points qu'on a relevés, en fait, c'est que généralement, c'est pas vraiment un développeur qui va décider de ça. Ça va surtout être les preneurs de décision. Donc, ça va être des team leads, ça va être des tech leads, ça va même être directement au niveau des engineering managers ou des CTO qui vont vraiment driver l'adoption d'une méthodologie et de facto d'un outil. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, après, c'est parce que voilà, on avait vraiment c'était en tête et nous on était persuadés que voilà il y avait quelque chose à faire, mais c'est vrai que de par les user interviews qu'on a faites, si on avait été objectif, on aurait, je pense, dû s'arrêter là, parce que en fait on a poussé en se disant oui mais c'est parce que là c'est comme si, oui mais parce que là c'est comme ça, et je pense que ça a été vraiment le moment où on a commencé à détourner un petit peu les user interviews en se disant non mais là ça pourrait marcher parce que si on faisait ça là ça rentre dans leur use case, mais la vérité je pense avec le recul maintenant c'est que le marché était simplement pas là en fait, et on y allait quand même. Bah oui, nous on s'en foutait, on n'avait pas grand chose à perdre. Faut dire aussi que du coup on est parti d'Arthos, on s'est débrouillé. Comme Arthos avait plus trop besoin d'autant de développeurs,
et que nous on n'avait plus tellement besoin d'Arthos, du coup on s'est débrouillé avec eux, donc on avait un petit peu de marge, donc en fait on a pris ça aussi pour ça nous amusait un petit peu. Oui. Et en vrai, moi, tu vois, de coder, par exemple, moi du coup côté back-end, je récupérais tous les events et il fallait que je sorte les métriques, et je me suis bien éclaté à coder les algorithmes pour sortir des graphes, etc. Ça m'a permis, maintenant je connais par cœur ce que c'est lead time, cycle time, etc. Ah bah là, oui. Donc ça nous a permis quand même c'est en ça que je trouve que notamment ça aide pas mal dans Agilist et même maintenant dans nos carrières, c'est que on s'est pas juste arrêté à l'assertif Kanban. Ça nous a vraiment permis d'aller fouiller au fin fond de Kanban, essayer de comprendre pas juste les principes mais aussi toute la philosophie derrière, quoi. L'application, enfin comment du coup est-ce que tu passes du théorique de ok j'ai le bouquin avec la méthodologie dedans à comment est-ce que je prends des actions et je mets en place un système complet de Kanban. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié, on a même embauché un de nos potes qui était UX designer, Georges. Oui, c'est vrai. S'il nous écoute, qui nous avait fait une UX, mais alors canon de chez canon. Petits oignons aussi. Ouais, qu'on a implémenté en plus. Alors, franchement, ouais. Ça me fait du mal à rien que d'y penser, parce que quand même cet outil, mais je te donnerais tout pour l'utiliser tous les jours, quoi. C'est que je reste quand même convaincu que c'était mortel, quoi. Personne en voulait, mais nous on en veut. Mais nous on en veut, quoi. Aïe. Parce qu'on s'était aussi dit, bah à la limite, tu vois, c'est pas grave. Le but c'est pas de se lancer à 100% là-dedans. Donc on se disait, c'est le genre de truc, tu le fais marcher. Après, une fois que ça tourne, c'est un peu low maintenance, quoi. On n'avait pas forcément, tu vois, on voulait pas monter une grosse start-up, faire des levées de fonds et le vendre à Atlassian. On voulait juste faire un petit truc qui tourne. Voilà, quoi. Si t'as 200 utilisateurs à 5 balles par mois, bah voilà, quoi. Ça met du beurre dans les épinards. Et c'est parti, quoi. Donc faut voir aussi que, voilà, même si notre étude de marché était pas hyper concluante, on s'est dit on va bien dans le monde trouver 200 connards comme nous qui sont développeurs et à fond obtus dans Kanban, quoi. C'était un petit peu ça aussi l'idée, quoi. Complètement, oui. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, notamment dans nos interviews, comme tu disais, que c'est les gens qui prennent les décisions. En fait, les développeurs, nous, on était peut-être biaisés, enfin, on était biaisés par notre expérience de la startup où on faisait un peu ce qu'on voulait, mais l'outil, enfin, personne choisit d'utiliser Jira, quoi. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit bon bah voilà les gars, on utilise Jira parce que c'est le plus simple et ça permet de coordonner un maximum de personnes entre eux. Bon bah voilà, quoi. Donc pour aller voir une boîte et leur dire ah les gars, alors, vous avez utilisé telle solution où il y a 200 utilisateurs, c'est sûr que bon il nous suffit d'un seul gros poisson pour pouvoir bouffer après, hein, mais bon il faut l'attraper, quoi. C'est ça. Donc bref, mais riche enseignement, puis c'était cool, c'est pareil, d'un point de vue technique, on s'est quand même éclaté. Les WebSockets dans tous les sens, le petit acteur système. Du drag and drop en voiture, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Non, c'était le kiff. Et puis voilà, et on a eu un MVP assez rapidement en plus. Hein. Ouais. On est allé, on a bougé assez vite. Bah, à l'époque, on avait l'habitude de bosser ensemble avec Pierre, donc voilà, quoi. CM Techno, CM, puis bon, tous les deux en férus de méthodes agiles, c'est pas la gestion du projet qui nous a posé trop de problèmes. Donc c'était quand même un peu l'éclate. Puis après, on s'est rendu compte quand même que le contracting, not so easy, hein. Ouais. Alors, pour donner un peu de contexte, si on le refaisait maintenant, ce serait littéralement l'Eldorado au niveau du consulting, du contracting. Faut savoir qu'en fait, à l'époque, donc c'était en plein, donc tout début de la pandémie de Covid, et donc une très grande majorité des entreprises ont fait la même chose qu'Arthos, c'est-à-dire proposer à leurs ingénieurs de partir. Alors je dis proposer, il y en a ça n'a pas été proposé, ils ont licencié pléthore de développeurs, ce qui fait qu'en fait du coup ça saturait le marché parce qu'on avait d'un côté plein d'ingénieurs qui étaient, de développeurs qui étaient sur le marché pour aucune autre raison que les circonstances du marché, et en même temps on avait énormément d'entreprises qui du coup bloquaient tout
toutes les embauches de manière à garder le plus de trésorerie possible en prévision de ce qui allait arriver. Donc en fait, ça crée une situation où en fait, il y avait beaucoup de développeurs sur le marché. Il y avait, comme toujours, beaucoup d'offres, mais du coup, qui étaient très vite complétées par les gens qui étaient du coup rendus disponibles de par le fait qu'ils avaient été lâchés par leur entreprise. Donc en fait, on était dans cette situation où il y avait très peu d'offres et nous deux, en plus, ayant pas fait du contracting avant, c'était encore plus difficile du coup de commencer. À nouveau, ce serait maintenant, honnêtement, toi ou moi, on peut avoir un contrat d'ici 2 jours et commencer à bosser le 3e jour sans aucun souci. Mais à l'époque, ça n'a pas du tout été la même. Donc on s'est trouvé vraiment face à un mur où en fait, on s'est dit ah merde, le contracting, ça va pas être si facile que ça. Donc c'est là où on a pris autour de ce moment-là, on a pris la décision du coup de se dire au pire, ce qu'on fait, encore une excellente, très mauvaise idée qu'on a eue. On se dit, c'est pas grave, on peut reprendre des jobs et en plus faire ça sur le temps à côté. Ce qui, si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit il y a à peine un quart d'heure, qu'on a dit au début, non, on veut pas faire ça, de bosser et de le faire à côté. Mais pour une raison, on se dit, ça peut marcher. Et évidemment, j'ai eu la bonne idée d'aller chez GetGround. Je suis hyper content d'y être, ça c'est aucun doute là-dessus. Mais évidemment, étant une start-up où on était 10 en 2020 et on est plus d'une centaine aujourd'hui ou le mois dernier, on imagine bien qu'on a eu une hyper grosse de malades et de facto des horaires que j'ai pas compté, du coup, pour que la startup puisse avancer. Ce qui faisait que tous les soirs, ma journée de boulot s'arrêtait autour de 7, 8, 9 heures. 10 heures des fois en fonction de ce qui se passait et clairement j'avais très peu de temps. Déjà physiquement j'étais crevé, mais surtout au niveau de ma tête il y avait plus grand chose que je pouvais coder par-dessus, donc ça fait que il restait que les week-ends et les week-ends c'était quasiment les seuls moments où je peux me reposer, donc du coup ça a vraiment créé ce contexte où on pouvait plus tellement, du coup moi de mon côté je pouvais plus avancer et c'est aussi ce moment-là que Julien a choisi pour se faire on peut dire une année sabbatique presque, pas une année complète, non? Oui, 9 bons mois, je pense. Un beau bébé. Du coup, il y avait un peu une asymétrie, c'est que Pierre, il bossait comme un ouf, et moi, j'avais tout le temps du monde. En vrai, je dis ça, mais pendant ces 9 mois, j'ai dû faire genre 200 entretiens d'embauche, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'ai pas chômé du tout, mais c'est vrai que j'ai décidé à l'époque de changer un peu ma stratégie de carrière où jusque là c'était Londres, les startups à fond, donc en fait je prenais vraiment la recherche de boulot comme un problème statistique, c'est-à-dire si t'as une boîte sur 100 qui t'embauche, t'envoies 100 CV quoi. Et si c'est une boîte sur 1000, t'envoies 1000 CV, donc après c'est juste une question d'automatisation et comme je suis développeur, c'est un peu mon dada. Donc c'est un peu comme ça que j'avais trouvé une bonne partie de mes jobs jusque-là. Et c'était rigolo parce qu'à chaque fois j'arrive dans des trucs un peu what the fuck, mais sans prétention parce que c'était de la start-up quoi, c'était rigolo. Et bref, et là du coup je me disais non c'est bon, maintenant t'es engineering manager et tout, et j'avais envie d'être full remote, j'avais envie sûrement de continuer un peu dans les cryptos aussi, donc je cherchais un boulot très particulier et j'avais le temps et les finances pour me donner les moyens de le trouver, donc je me suis pris un peu de temps effectivement pour être très picky, et comme tu le soulignes Pierre, le contexte n'était pas non plus extrêmement favorable à l'époque. Non. Mais ça m'a permis aussi de me reposer parce qu'après quelques années de start-up ça fait du bien de se poser un petit peu. J'ai hâte. Donc voilà, mais du coup j'ai maintenu le blog moi pendant ce temps-là aussi quoi, c'était pareil, ça m'a permis de chercher un peu à comprendre aussi, continuer à fouiller un peu dans le Kanban quoi, essayer de trouver des trucs, essayer de bosser un peu sur de la pédagogie quoi finalement, essayer d'expliquer des choses aux gens et les illustrer avec notre système, parce qu'au minimum on avait un MVP qui fonctionnait très bien. Et voilà, du coup on s'est à peu près, là on s'est arrêté, c'était pour l'intégration de OAuth avec GitHub. On a eu des bugs, etc. Puis du coup ça demandait des intégrations un peu alambiquées niveau front-end, et puis Pierre avait plus le jus pour bosser là-dessus. Et puis voilà, puis finalement après j'ai trouvé un boulot qui était pourri, mais bon fallait bien bouffer au bout d'un moment. Et puis après du coup je suis allé à Swissborg, et du coup à Swissborg on s'est retrouvé vraiment
tous les deux, Pierre comme moi, un peu sous l'eau, et puis surtout au bout d'un moment je me suis réveillé parce que quand même tous les mercredis, tous les vendredis, tous les 2 vendredis, je sais plus, je crois que c'était 2 fois par mois, Ouais. on se faisait un point, tous les deux, dire ok j'ai avancé là-dessus, moi j'ai avancé là-dessus, machin, essayer de quand même get the ball rolling quoi, parce que sinon on savait qu'on allait lâcher complètement. Euh, et, euh, et puis ouais, puis au bout d'un moment on s'est dit faut qu'on ait cette discussion, Ouais. faut qu'on arrête là. Bah, ce qui a été en plus d'autant plus difficile, c'est que c'était pas juste une idée où on s'est dit oh, on peut se faire du fric, ou parce que si ça avait été le cas, ça aurait été tellement plus facile d'arrêter, de se dire oh, on va trouver une autre façon de faire et tout ça. En fait, le truc qui a vraiment été dur pour nous de se dire on arrête, c'est que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et c'était vraiment quelque chose où on se dit c'était plus que juste une idée, c'était vraiment une passion qu'on avait de se dire si ça voit le jour et si on arrive à avoir du monde, on va en gros, je vais pas dire des adeptes, mais on va faire rejoindre des gens dans notre club des agilistes. Spoiler alerte. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, voilà, on va pas seulement juste faire un outil, mais on va vraiment créer une communauté. Ça va vraiment pousser, du coup, des best practices dans le monde de l'engineering par un outil qui, pour une fois, est par des devs et pour des devs. Parce que énormément de gens pestent sur Jira, Asana et tous ces outils-là, du fait, en fait, que les devs sont relégués pas en first class citizen, alors qu'un outil devrait les aider de base. Et justement, c'est des outils avec lesquels ils galèrent plus qu'autre chose. Donc, on s'est dit, si on arrive à créer même une étincelle de quelque chose derrière, ça peut amener les gens à réfléchir et à penser une autre approche de comment utiliser leur outil au jour le jour. Ce qui a rendu la chose d'autant plus difficile à arrêter, parce que on avait, à nouveau, c'était pas seulement pour une raison pécuniaire ou quoi que ce soit, c'était vraiment un peu notre bébé, où on se disait si on arrive à le mettre au monde et que les gens commencent à s'intéresser à lui, ça va créer quelque chose de plus gros derrière que juste l'outil en soi. Ouais, et puis il y avait toute une idée un peu de changement de vie aussi, quelque part, tu vois, de se dire, faire un peu de contracting, faire ça, et puis ensuite, c'est un peu mainstream maintenant, où ça commence à le devenir, tu vois, où tu dis, finalement, plutôt que d'avoir un boulot full-time, tu diversifies un peu tes sources de revenus, ça pouvait dire à côté, on pouvait peut-être lancer... capitaliser sur le blog pour faire des bouquins, faire des conférences, etc. Enfin, faire du coaching. Enfin, il y avait du consulting agile en général. Il y avait plein d'idées au-delà de juste le code, quoi. Donc, on avait pensé un peu à tout un écosystème, et ça aurait été la pierre angulaire de tout le système. Donc, finalement, on a gardé le code, hein, donc il y a rien qui nous empêche de le remettre en ligne demain. On le faisait tourner sur Clever Cloud d'ailleurs, un gros big up à eux, parce que ça faisait des années que je voulais bosser sur Clever Cloud et j'ai jamais trouvé l'occasion de le faire. Là on l'a fait et mamma mia, qu'est-ce que c'est bon quoi. Tu fais ton petit projet, un fichier Docker à la racine de ton projet GitHub, tu relis tout ça et boum, c'est en ligne quoi. Incroyable. Vraiment la meilleure chose si vous avez besoin de déployer un petit ou un gros service avec les bases de données et tout, c'est incroyable. Et alors qu'est-ce qu'ils sont gentils au service client. Ils me parlaient même en anglais à l'époque, c'était trop cool. Ouais, non, donc ça a été un peu dur de se dire qu'on allait arrêter, mais au final c'est peut-être on a gardé le code, donc à la limite si un jour on veut s'y remettre, c'est pas perdu, mais il fallait se mettre à l'évidence quand même, fallait se rendre à l'évidence quand même que le MVP, le but c'est d'avoir justement un produit qui nous a pas coûté trop cher à mettre en place, parce qu'en vrai on l'a fait surtout sur notre temps libre ou sur notre temps de boulot ou un peu le soir, donc au final ça nous a pas coûté très cher, mais l'idée du MVP c'est justement de faire un truc pas trop cher et de voir si ça vole, et mine de rien, malgré le blog etc, on avait toujours 0 utilisateur, tu vois, on avait 0 traction, il y a personne un jour, un inconnu qui est arrivé et qui a créé un compte quoi. Non, c'est pour ça, donc avec toutes ces raisons-là, on a décidé d'arrêter. Et du coup, donc avec l'arrêt, en fait, il y avait un truc qu'on s'était, enfin moi en tout cas, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai, c'est qu'en fait, quand bien même on avait ces appels, donc comme on expliquait 2 fois donc tous les 2 semaines, donc 2 fois par mois, avec Julien, en fait, on s'est tout simplement rendu compte que au-delà de ça, puisque donc, et là je parle vers la fin, donc c'est-à-dire qu'en moi ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais à GetGround, que Julien avait déjà bien commencé chez Swissborg. En fait, on s'est rendu compte que on s'appelait, alors évidemment, le projet avançait pas trop, donc on parlait pas trop du projet, mais on se rendait compte qu'on directement
directement, en fait, on discutait en disant, au boulot, d'ailleurs, j'ai cette question-là, t'en penses quoi et tout. En fait, on commençait à réfléchir, on partageait des problématiques et on se partageait des solutions aussi ou des axes de réflexion, tout simplement. Et c'est là où, à un moment, à nouveau, Julien, qui se réveille un matin, qui de nouveau m'appelle et qui me dit, qu'est-ce que t'en penses si en fait on enregistrait nos conversations? Je dis quoi? Pourquoi faire? Il me dit comme ça on pourrait partager sur un podcast. Et là j'ai fait que c'est malin. Donc du coup, on a vraiment repris en fait. Donc en fait tout ce qui nous animait déjà avec Devcan et qui nous anime toujours avec Agilist. L'idée c'était vraiment de dire on veut tout d'abord give back to the community, donc rendre à ceux qui nous ont donné. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est parce que voilà, il y a déjà donc toutes les personnes qui ont contribué à Scrum, c'est open source, les méthodologies de Kanban sont open source, tout en fait ce qui touche au monde de l'agilité est open source. Et on s'est dit on peut faire la même, on va pouvoir du coup partager à la communauté gratuitement. Nos podcasts, tout le monde peut les écouter, c'est parfaitement gratuit. Et c'était vraiment un truc qui nous intéressait parce qu'on s'est dit nous, on peut toujours discuter de nos problématiques. En plus de ça, on les partage à d'autres personnes qui vont peut-être se retrouver dans les problématiques qu'on partage, et du coup que ce soit les axes de réflexion, les solutions, ça peut leur servir aussi. Donc du coup l'idée d'Agilist, de se dire voilà, une fois par mois, on partage avec tous vous donc publiquement nos conversations qu'on a. On a évidemment fait un petit format qui permet que ce soit pas juste nous qui discutons tous les deux. D'ailleurs, je suis même pas sûr que si on enregistrait nos conversations, on pourrait les mettre en ligne sans avoir de problème. Mais du coup voilà, on a créé ce petit format. Et puis ça nous a permis par exemple d'aventure. Donc comme il y a deux épisodes qu'on a fait, enfin il y a 2 épisodes, d'avoir un invité et on espère en avoir plus. Donc c'est vraiment dans l'idée d'avoir une petite communauté. On espère aussi qu'il y aura de plus en plus de gens qui écouteront. Peut-être proposer d'autres formats qui aideront plus les gens, mais c'était vraiment cette idée de garder l'idée de rendre la communauté, de rester dans ce qui nous anime et nous passionne, ce qui sont les méthodes agiles en général. Et donc voilà, je pense qu'au final on se retrouve plutôt bien parce que jusqu'à maintenant j'ai jamais été reculant sur aucun des podcasts qu'on a enregistrés, ce qui est plutôt une bonne chose. Et à chaque fois c'est du coup un plaisir d'en discuter, puis voilà, de savoir que c'est écouté. On a des retours des gens, ce qui est du coup extrêmement sympa, de savoir qu'on est écouté, que les gens, ça, voilà, on a eu quelques messages comme quoi ça va mettre compte, cool, ça m'a aidé et tout dans mon boulot, donc ou dans une décision que je devais prendre où j'avais pas réfléchi à ça et du coup j'ai pu y penser en vous écoutant, donc très content du petit bout de chemin qu'on a fait. Ouais, exactement, ouais, c'est un peu, voilà, même si Devcan n'est plus, sans ça on n'aurait pas eu l'idée de ce podcast là. Moi ça fait depuis tout gamin, quand j'étais gamin je voulais faire de la radio et toujours j'ai cherché un peu à faire des podcasts, mais en même temps me lancer tout seul. Peut-être que maintenant, justement, maintenant que j'ai l'habitude de parler dans le micro, de faire le montage, etc., ça me dérangerait peut-être moins de lancer un podcast tout seul, mais à l'époque je sentais pas vraiment ça, quoi, et je cherchais un acolyte, et du coup comme d'habitude Pierre répond présent dès qu'il y a une connerie à faire. Jusque là j'ai jamais essuyé de refus. Mais non, du coup on s'amuse bien, et puis voilà, ça Agilist, et puis voilà, et puis finalement moi d'avoir tenu le blog pendant genre 6 mois, plus que ça, pendant plus d'1 an, ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise avec tout ça, de prendre aussi l'habitude et la confiance d'écrire publiquement en anglais, etc., parce que on dit tout le temps ton premier billet de blog il sera pourri, mais en même temps si tu le fais pas, du coup tu peux pas faire le premier pourri et ensuite t'améliorer sur le second, etc., quoi. La meilleure façon de pas se planter, c'est de rien faire. Donc du coup le premier article de blog il m'a fallu un peu de temps pour le sortir. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude et tout. Et après, du coup, j'étais vachement plus enclin avec Agilist de me dire, vas-y, tu sais quoi, on y va. De toute façon, personne n'écoutera le premier épisode, donc vas-y, quoi. Et du coup, maintenant, on continue. Et du coup, c'est ça maintenant qui m'a donné aussi la confiance en moi pour sortir un bouquin sur la méthode agile, et ainsi de suite, quoi. Donc non, c'est mine de rien, c'était un peu ce qu'on voulait partager aussi. C'est que c'était une sorte d'échec entre guillemets, parce qu'à la fin ça s'est pas fait, mais en fait ça a été juste que comme on dit, le premier épisode il est pourri mais il faut le faire. Voilà, Devcan c'était le premier projet, il était pourri mais il fallait le faire pour
continuer à avancer, parce que finalement ça nous a quand même propulsé vers tout ça, et moi du coup ça m'encourage, toujours dans l'idée qu'on avait avec Devcan d'aller faire des conférences, de faire du coaching agile en interne pour l'instant à Swissborg, mais tu vois finalement à travers le bouquin et puis à travers des meet-up, à travers des conférences, etc. Donc finalement on n'est pas très loin de l'objectif. Non, on reste autour. Et d'aventure, peut-être un autre projet dans les années à venir, on verra. Mais en attendant, non, c'était vraiment, voilà, on voulait faire un petit retour d'expérience là-dessus. Alors petit, il s'avère que on a passé un petit bout de temps quand même à en discuter. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est essayer, vraiment, essayer, ça coûte rien. Ça va vous prendre du temps, vous allez vous casser la tête sur certains problèmes, c'est sûr. Mais en tout cas, si vous essayez pas, vous apprendrez pas. Et c'est vraiment pour moi le point sur lequel, de mon côté, je conclurai, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas eu Devcan, il y a très 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 peu de chances qu'il y ait qui est agiliste en fait. Et c'est pour ça en fait. Enfin, même dans d'autres cas de figure, par exemple, la plupart des entreprises qui ont réussi et tout ça, il y a l'entreprise qui réussit ou l'idée qui marche ou la solution miracle. Mais combien il y a eu d'entreprises foirées, de startups claquées, d'idées complètement nulles et de solutions débiles qui ont dû être mises en place pour arriver à celle-là. Et en fait, c'est hyper important et c'est vrai. Et surtout en France, on a cette mentalité de toujours mettre en avant ceux qui réussissent en essayant toujours de gommer les échecs. Et c'est là où les Américains ont une mentalité différente et même les Britanniques en général, ils reconnaissent leurs erreurs et d'ailleurs ils en sont, je vais pas dire fiers, mais pour eux en fait c'est un peu le petit badge qu'ils affichent en disant voilà, je suis là maintenant, mais regardez ce qui m'est arrivé avant, regardez toutes les merdes par lesquelles je suis passé pour arriver là, voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'en France, il y a toujours cette idée de voilà, de la personne comment on appelle ça, un peu du Messie qui arrive. Regardez, j'ai créé cette entreprise. Regardez, j'ai cette solution. Mais en réalité, ils ont des cadavres dans le placard comme tous les autres. Sauf qu'en France, on les met pas en avant. Alors qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et alors, évidemment, je ne nous compare pas du tout à qui que ce soit à succès, parce que c'est pas le cas. Mais en tout cas, rien que pour nous, c'est vrai. Et moi, j'ai pu le confirmer. En tout cas, dans mon cas, s'il n'y avait pas eu Devcan, il n'y aurait pas eu Agiliste. Donc, comment on dit déjà ici, c'est Queen is dead, long live the Queen. Donc Devcan est mort, longue vie à Agiliste. Très belle conclusion. Du coup, on va wrap up rapidement sur aussi l'épisode. Mind42, du mind map collaboratif, là tu me parles. Oui, alors, encore une fois, donc Joao, notre nouveau Head of Engineering, alors il ne coûtera pas, je pense, parce que je crois pas qu'il parle français, mais je lui fais quand même un coucou. Donc un nouvel outil qu'il a sorti, donc évidemment, moi c'est MindNode que j'ai proposé, sauf que c'est vrai que la collaboration elle est non existante. Cet outil-là est 100% gratuit. Collaboratif, on peut ajouter autant de personnes qu'on veut, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est juste vrai. Alors c'est pas, l'UI est pas aussi clean que sur MindNote évidemment, mais ça reste tout à fait correct. Ça fait un peu penser à diagram.io pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est des diagrammes vraiment très simples mais qui fonctionnent très bien et collaboratif, et c'est un peu la même, sauf que là c'est pour des mind maps. Donc un des cas d'utilisation par exemple, c'est quand vous avez des 101 avec les personnes, donc vos direct reports. Si jamais vous parlez d'idées, de dire mais j'ai ça, une mind map c'est excellent, et là vous pouvez l'avoir, donc du coup le manager là et le direct report là aussi, de manière à ce que donc le direct report puisse ajouter ce qu'il veut dessus et le manager peut garder un œil dessus pour par exemple dire ça c'est nouveau, au prochain 101 on va en discuter, ou alors dire simplement voilà, est-ce que là-dessus t'as avancé, est-ce que t'as besoin d'aide est-ce que t'as besoin d'aide, est-ce que t'as besoin de ressources, est-ce que t'as besoin d'un budget là-dessus, donc vraiment pouvoir entamer une conversation autour de ça, mais c'est vraiment très visuel à la place d'avoir un Google Doc avec 17 catégories et où c'est pas vraiment visuel. Donc encore une fois, la visualisation est extrêmement importante dans la prise de décision, et donc c'est pour ça qu'une mind map collaborative, et surtout j'insiste gratuite, ça peut vraiment être un gros plus pour des 101 ou simplement pour de la collaboration en général. Ouais, super, c'est finalement moi j'utilise MindNode aussi au quotidien, et maintenant j'ai pris l'habitude de juste prendre mes notes de réunion un peu là-dessus, juste partager mon écran et faire ça comme ça, quoi. Mais c'est vrai que du coup là, ça change encore, ça améliore encore plus le process. En tout cas, ça enlève encore un peu de friction. C'est ça. Donc ouais, pas mal. Je me suis aussi rendu compte que les mind maps c'est pratique même pour faire des présentations, quand tu veux juste présenter une idée, que tu n'as pas le temps de faire des slides, etc. Quand tu as juste 25 minutes pour faire une itération,
La première itération, je la fais sur MindNode. Après, si j'ai le temps de faire une autre itération, je fais une présentation. Je fais un PowerPoint, mais du coup, en fait, même sans ça, justement, sur MindNode, avec l'outil de focus, tu peux juste focus sur une seule branche, une seule branche de l'arbre. Et du coup, tu partages l'écran, puis tu parles, et puis tu walk through, tu te balades un peu dans le truc et, pour montrer un peu les idées. Ouais. J'ai essayé, ça marche pas trop mal, ça dépanne. Okay. Bref, digression. Mon outil, c'est un outil, ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est tout bête, pour ceux qui utilisent Slack, il y a la feature clip, les Slack clips. C'est un truc qui a été rajouté il y a quelques mois où finalement il y a une espèce de petite caméra, je crois, pas loin du champ d'entrée de texte. Ouais. Je trouve d'ailleurs aussi un micro, peut-être qu'on peut les faire qu'en audio, je crois. Et personne n'utilise ça, mais en fait c'est trop bien. Ça m'arrive assez régulièrement que quelqu'un me demande hey, comment je peux faire ça, et je dis, plutôt que de taper et d'essayer de décrire maladroitement ce qui se passe, en fait tu cliques là-dessus, ça te montre ta caméra, ta webcam, tu peux très facilement ça te propose tous les écrans et toutes tes fenêtres, tu peux en un clic sélectionner un truc que tu veux partager, et hop, ça rec. Tu parles ton truc, tu walk through, tu montres comment ça marche, clique à droite, clique à gauche, hop, tu termines, et ça envoie, et c'est parti, quoi. Et ça, pour expliquer des features à une personne, ou à même plusieurs personnes, c'est assez simple, c'est rien, mais en même temps, c'est pratique. Il faut pas avoir peur de la caméra. On est sur la caméra tout le temps, tous les jours maintenant, donc... Même si c'est enregistré, vous inquiétez pas, de toute façon ta tête elle est en toute petite miniature sur le côté, les gens ils se focalisent sur l'écran que tu partages. Cool. Ah oui, dernier truc, donc mini retour sur le How to Julian ou How to Pierre de l'outil de l'épisode précédent, épisode 9 si je ne m'abuse. J'ai regardé la vidéo, j'ai trouvé hyper inspirante. Ouais. J'ai lu le GitHub qui est peu ou prou la vidéo, j'ai trouvé très inspirant aussi, et c'est dans mon bullet journal tous les jours depuis 2 semaines, et je l'ai toujours pas fait, et aujourd'hui j'ai même décidé de l'enlever parce que je pense que je ne le ferai jamais. et ça m'embête, tu vois, parce que après la règle du podcast, je suis allé voir mes autres potes managers, et je leur ai dit vous avez vu ça et tout, c'est trop bien et tout. Ils m'ont dit ouais, tu sais quoi, commence et puis on verra. C'est ça, et je me suis dit fair enough, ok, vas-y, moi je m'en fous, je le fais et tout. Et en fait, je sais pas, j'ai une espèce de syndrome de la page blanche où en fait c'est plus le format, j'ai l'impression qu'il me correspond pas, c'est hyper verbeux. Ouais. Et je m'attendais à quelque chose de plus straightforward, tu vois, genre quelques bullet points, et je sais pas, du coup j'ai une idée à peu près de comment faire, mais du coup je suis vachement biaisé par la façon dont ça a été fait. Et puis après quand j'y pense, je me dis mais est-ce que les gens ils vont le lire ou pas, est-ce qu'ils vont l'oublier ou pas, machin, combien de documentation j'ai fait, et tout le monde m'a dit c'est trop bien, et puis 2 mois après ils viennent me voir en me disant comment on fait ça. Du coup je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps pour aller sur des trucs haut niveau en ce moment, donc il y a peut-être ça aussi qui joue, mais j'ai du mal à chercher à trouver la motivation pour le faire, et je sais pas. T'as réussi à le faire, toi ? Non, justement, c'est exactement le même, je galère. Donc, du coup, j'ai pris d'autres formats qui sont un peu plus différents. Mais en fait, ce que je me suis vraiment rendu compte, en fait, c'est que c'est vraiment par sujet. C'est-à-dire, en fait, il y a le mois, il y a le mois avec une personne, il y a le mois avec l'équipe, il y a simplement, par exemple, une partie sur simplement la personnalité, sur aussi, du coup, un peu plus, par exemple, les choses où les gens pourraient se méprendre, un peu les faux amis. Par exemple, dans mon cas, j'ai tendance à faire beaucoup de blagues, sourire, rigoler. Mais certaines personnes du coup pensent que je suis pas sérieux,
ce que je pensais être faux, mais voilà, c'est par exemple, tu vois, histoire de debunk, c'est un peu un debunk de ce qui pourrait être perçu en communication verbale et non verbale, que du coup tu mets bien au clair en disant non, c'est pas le cas, même si vous pouvez le percevoir de cette manière-là. Un truc par exemple qui est vachement intéressant dans celui qui fait la présentation sur le How to Rents, c'est un introverti, mais tu t'en doutes absolument pas de par la présentation qu'il donne, mais du coup c'est écrit dedans, et du coup pour le coup là tu te dis ah ouais, si c'était pas écrit, bah je pense pas que j'aurais jamais deviné que c'est un introverte, et comme de fait ça saute pas aux yeux. Donc en fait c'est plusieurs des petits topics comme ça que je remplis petit à petit, et là on va dire je suis à 2/3 des topics que je veux remplir, et je vais formaliser tout ça dans un beau readme, mais ouais je galère beaucoup plus que ce que j'imaginais à produire ça. Donc t'es pas tout seul. Je te partagerai le mien dès qu'il est fait, si ça peut t'aider un peu, parce que le format est différent du coup du How to Rents, mais ouais, je te le partagerai et tu me diras si ça t'aide ou pas. Ouais, ça me rassure. Ouais, faudrait que je m'y remette, faudrait que je réessaye. Mais après je commence à me demander si ça vaut le coup ou pas. En même temps, si c'est juste 2 heures, ça c'est jamais ça de perdu. Faut peut-être que je m'autorise. T'as raison, faut que je m'autorise à itérer en fait, parce que à chaque fois je me dis ah ouais non, mais là en une demi-heure j'ai pas le temps de. C'est pas assez clair dans ma tête, donc j'ai pas le temps de. En fait, il faudrait juste que je commence. C'est ça. Bref. Mortel. Bon, et ben on va conclure tout ça. On s'est dit ouais, on fait un petit truc simple cette fois, un truc simple. On commence à être beaucoup trop à l'aise. Donc on va conclure. On espère que ce petit chit-chat, nostalgie, retour d'expérience vous aura plu. Du coup, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial ? Alors sur internet, LinkedIn, Facebook, j'ai ni Instagram ni Twitter ni quoi que ce soit d'autre, donc vous pouvez tenter votre chance sur LinkedIn, ce sera là où vous me trouverez le plus facilement. Et toi, Julien ? Sur GitHub ? GitHub, oui, bien sûr, GitHub. Ouais. Et moi, du coup, il y a un one-stop shop, c'est julien.deret.fr pour tous mes liens, mes projets. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, s'il vous plaît, laissez-nous une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, laissez-nous un commentaire, donnez-nous du feedback, s'il vous plaît. On aimerait tellement faire un épisode rétrospective, mais en même temps, on manque un peu de feedback, donc ça va être un peu juste tous les deux, quoi. Donc s'il vous plaît, ou si vous voulez participer à l'émission et participer à la rétro avec nous, dites-nous, quoi. Et voilà, donc en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut Pierre. Salut Julien, salut tout le monde.